Bien, bonjour à tous. On va commencer ce webinaire qui a lieu dans le cadre de la French Tech Week sur la to-do list du e-commerçant. Pour me présenter, donc je suis Maxime Varinard de la société Vaisonnet. J'ai fondé Vaisonnet en 2005. Vaisonnet, on est en fait éditeur de logiciels. On fait des passerelles de synchronisation entre des sites e-commerce et des logiciels de gestion et de comptabilité. Pour éviter de ressaisir deux fois la même information, on a une passerelle automatique qui permet d'échanger des flux de produits, de clients, de stocks, de grilles de prix. Et nos clients sont surtout des TPE et des PME qui font de l'e-commerce, mais on a aussi quelques très gros clients, comme par exemple la boutique officielle de la Vache qui rit, qui utilise nos solutions. On est présent en France, en Belgique, en Suisse. On a des clients qui vont traiter même des fortes volumétries, jusqu'à 800 commandes par jour, des milliers de produits au catalogue. Et on travaille avec plein d'outils différents, comme WooCommerce, PrestaShop, Shopify, Sage, Quadrafact, etc., EBP. Et ce que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui, c'est les retours d'expérience que j'ai pu avoir grâce à cette activité-là, et puis aussi par le passé, parce que j'ai accompagné maintenant, alors ça remonte un petit peu au tout début de l'année 2001, la société familiale sur la transition vers le digital et pour vendre en ligne. Et c'est en fait comme ça que Vaisonnet est apparu. C'est que les solutions techniques qu'on a mis en place pour une TPE pour la digitaliser, c'est des solutions qu'on a commercialisées après sur la suite avec Vaisonnet. Et aujourd'hui, c'est ce que voudrais vous faire passer sur comment on peut faire pour se mettre en ligne, digitaliser son commerce, son entreprise, et si on est déjà e-commerçant, quelques astuces, quelques points à ne pas oublier. En préambule, je voudrais vous amener à poser la question, en fait, est-ce que l'e-commerce est un outil de résilience face à la crise du Covid qu'on rencontre actuellement, et notamment le confinement, et au risque un peu de tuer le suspense et les espoirs dans l'œuf, très clairement non, l'e-commerce n'est pas un outil de résilience pour le confinement actuel. Vous ne serez pas prêt pour Noël pour sauver la saison. C'est trop tard. C'est un petit peu comme créer un magasin physique. On ne crée pas un magasin physique à moins d'un mois de l'échéance des ventes. C'est déjà trop tard, parce que même si on arrive à mettre la boutique en ligne, on n'aura pas le temps de faire venir les clients dessus. Donc oui, c'est un outil de résilience, un outil de service client pour éventuellement les crises d'après, pour le début d'année prochaine, mais pour sauver Noël, c'est malheureusement un petit peu tard. Donc c'est un très bon outil. Et en fait, les commerces qui sauvent un petit peu les meubles, si je puis dire, pendant cette période de confinement, ce sont des personnes qui avaient déjà mis en place ce genre d'outils dans leur entreprise. Donc, si vous cherchez une solution pour celle-ci, je suis désolé, c'est un petit peu tard, mais restez quand même sur le webinaire, parce que ça peut, au cas où le confinement dure un petit peu, apporter quand même de sérieuses solutions. Et même au-delà du confinement, ça vous apportera des éléments. Alors, les principales idées que je voudrais vous apporter aujourd'hui, alors la première, c'est une réflexion sur le fait, est-ce que l'e-commerce est si différent en fait du commerce? Parce que qu'on soit en commerce, qu'on fasse du commerce ou de l'e-commerce, il va falloir de toute façon sourcer ses produits, c'est-à-dire trouver le bon fournisseur, le bon produit qui plaît à ses clients. Il faut de toute façon parler de ses produits à ses clients, que ce soit sur Internet ou par téléphone ou en présentiel. Il va falloir expliquer son produit, être vendeur, vendre ses produits. Et puis, quand le client s'est décidé d'acheter, ben, peut-être qu'on va lui proposer des produits additionnels, soit en upsell, soit en cross-sell. Et puis le client qu'on a déjà, on va chercher à le fidéliser. On va essayer de se faire payer sans impayé, par exemple sur les chèques, sur les cartes bleues, en liquide, est-ce qu'on n'a pas des faux billets, etc. Et puis il va falloir lui donner le produit, alors soit lui donner en main propre en magasin, soit lui expédier dans le cadre d'un site e-commerce. Et au final, toute cette démarche-là,
que ce soit du commerce ou de l'e-commerce, ça reste la même chose en fait. C'est simplement le média qui va être différent. On va passer soit en présentiel, soit de la vente par téléphone, soit de la vente par internet, mais au final, ça reste quand même du commerce. Et en fait, ce que l'e-commerce va vous apporter, c'est un canal de vente supplémentaire. On va pouvoir diversifier ses canaux de distribution pour vendre en magasin physique, par exemple. On peut vendre sur son site internet, proposer du click and collect, éventuellement être présent sur les places de marché ou vendre, vendre sur le terrain avec des commerciaux. L'idée, elle est là, c'est qu'on peut diversifier ses canaux de vente et c'est le fait de cette diversification qui va permettre de développer son chiffre d'affaires. Quand on veut développer le chiffre d'affaires de son entreprise, il n'y a pas 36 méthodes, il y en a deux. C'est soit on diversifie son offre, soit on augmente ses ventes et la diversification des canaux de vente peut être une réponse à ces éléments-là. Comment peut-on faire ça? Alors, la première des choses, c'est avant tout d'avoir un catalogue produit. Qu'est-ce qu'on va vendre sur le site internet? Et créer son catalogue produit, on a quand même des clients, dès qu'on veut vendre en ligne, qui ne voient pas les produits. Donc il va falloir avoir un descriptif du produit, un descriptif de qualité et des photos de qualité. On ne va pas les prendre avec un mauvais éclairage, avec des reflets, avec un fond qui n'est pas propre. Il faut vraiment des photos de qualité. C'est souvent ces deux choses-là qu'on a tendance à voir sur des sites qui pêchent un petit peu. Il faut vraiment description et photos de qualité. Et puis, il va falloir un prix, un poids, un stock, éventuellement le code barre, le code N13, l'écotaxe, les taux de TVA. Toutes ces informations-là, il va falloir les préparer parce que ce soit une agence web qui fasse votre site internet, que ce soit un stagiaire, que ce soit vous pour pointer ce que vous avez mis, de toute façon, il va falloir avoir ces informations-là. C'est l'équivalent de la préparation à la mise en rayon dans un magasin physique. Il va falloir réfléchir aussi aux moyens de paiement. Les moyens de paiement, on pense souvent à la carte bancaire et effectivement sur un site internet, le paiement par carte bancaire est l'outil de paiement principal. Mais pas seulement. On peut avoir des paiements qui vont être dérivés, par exemple du paiement en 2 fois, 3 fois, 5 fois sans frais, ou avec frais, enfin selon votre politique. Il peut y avoir des habitudes locales, par exemple, plutôt en Europe du Nord, avec des systèmes de paiement alternatifs comme le virement ou le prélèvement, par exemple, qui peuvent être utilisés aussi bien pour les particuliers. Et il va falloir trouver un prestataire pour accepter les paiements en ligne. Le paiement en ligne, c'est un peu comme les terminaux de carte bancaire que vous pouvez avoir dans votre magasin. Vous allez avoir des prestataires qui vont vous permettre de faire ça. Alors des prestataires, ça peut être votre banque qui va vous proposer des solutions. Ça peut être des solutions spécialisées comme par exemple Payplug qui va vous permettre d'avoir des règlements sur votre site internet, de vous les créditer après en banque sans forcément passer par votre banque. C'est un prestataire de paiement par carte bancaire. Vous pouvez avoir des solutions de portefeuille virtuel comme PayPal par exemple. Donc c'est une solution, oui, vous pouvez payer par carte bancaire, mais vous avez aussi votre compte PayPal qui permet de créditer les commandes. Ce sont les 3 grandes familles de paiement sur Internet et en fonction de des habitudes de vos clients, vous pouvez passer par un prestataire plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui permet de choisir un prestataire? Alors, il va y avoir le coût que vous pouvez avoir, le coût de transaction, le coût d'abonnement. Et puis, il va y avoir aussi les services qui peuvent être appropriés. Par exemple, est-ce que vous avez un paiement en plusieurs fois? Est-ce que vous avez des paiements différés? Tous les prestataires ne vont pas avoir les mêmes services et vous pouvez faire une comparaison entre les différents prestataires grâce à ça. Vous pouvez éventuellement avoir des besoins particuliers comme si vous vendez des abonnements ou des box par exemple. Tous les prestataires de paiement ne permettent pas de stocker le numéro de carte bleue pour vous pouvoir débiter la carte tous les mois grâce à l'abonnement. Donc ça, c'est un point qui est à voir. Et puis quelque chose qui peut être un petit peu plus difficile à quantifier, c'est le taux de conversion que vous pouvez avoir sur l'interface. Des interfaces qui sont plus ou moins simples, plus ou moins limpides pour les utilisateurs. Est-ce que un moyen de paiement plutôt, on va dire, alors je connais un petit peu plus Payplug, mais par exemple un moyen plus
proche, plus récent, plus moderne, qui fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette que sur mobile, est-ce que vos clients sont à l'aise pour payer avec ça? Et puis il va y avoir aussi toutes les méthodes de paiement alternatives comme les Apple Pay, les Google Pay par exemple qui arrivent. Laure me cite aussi dans le chat Paygreen qui est français. Alors Paygreen, je ne connais pas. Payplug aussi est français. PayPal non. Et, donc voilà. Une fois que vous avez trouvé ce prestataire de paiement, vous avez votre contrat qui va être souscrit auprès du prestataire. Le point névralgique aussi, c'est tout ce qui est livraison. Alors, les livraisons, qu'on s'entende sur les moyens de livraison, il y a le drive, donc en fait, où vous préparez les colis et la personne va venir les chercher. La difficulté sur le drive, alors, elle est dans votre organisation du temps de travail parce qu'il va falloir prévenir le client quand c'est qu'il sera disponible et lui donner un rendez-vous. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un outil sur votre site internet qui soit capable d'évaluer quelque part votre charge de travail et que vous n'ayez pas à livrer tous les clients en même temps et qui propose des créneaux sur rendez-vous pour récupérer leurs commandes. Les autres points de livraison, les autres méthodes de livraison existantes, ce sont les points relais. Donc les points relais, l'avantage, on le voit tous en tant que consommateur, c'est qu'on peut être en tant qu'utilisateur, en tant que client, si on travaille, qu'on n'est pas à la maison, pour retirer un colis, c'est un petit peu difficile, alors que le point de relais à côté de là où on fait les courses, de là où on travaille, c'est assez pratique. Et puis, vous l'avez très certainement entendu dire, c'est le dernier kilomètre dans les livraisons qui coûte cher. Les points relais, justement, suppriment ce dernier kilomètre. On ne va pas jusqu'au domicile, on est dans un centre de retraitement. Et donc, ça permet d'avoir des coûts qui sont nettement moindres que la livraison à domicile. Donc, bien sûr, il faut trouver un transporteur qui soit capable de gérer vos contraintes particulières. Est-ce que c'est vous livrez du vin en palette ou je sais pas, des produits qui tiennent dans une enveloppe qui passe à la poste. Voilà, il va falloir adapter ça. Et c'est surtout un point qui est essentiel par rapport à la qualité perçue du client. La qualité perçue, elle est à deux niveaux. Tout d'abord, c'est le délai. Le délai de livraison, alors c'est une obligation légale et une attente client. Maintenant, on souhaite savoir quand on commande, quand c'est qu'on va recevoir notre colis pour savoir si on va être livré à temps. Donc ça veut dire qu'il va falloir sur votre site internet avoir un stock qui est à jour pour pouvoir indiquer le délai de livraison au client. Et puis, quand bien même vous préparez le colis dans les temps et puis vous avez un mauvais transporteur qui vous livre les colis systématiquement en retard, les colis écrasés, même si c'est le transporteur qui a fait ça, le client il va vous en tenir rigueur à vous. C'est, on va dire, cruel et injuste, mais c'est la perception qu'ils vont en avoir. Donc, il va falloir quand même soigner l'emballage, soigner le colis et éventuellement la sélection du prestataire si besoin. Sur les livraisons, il ne va pas falloir aussi oublier les retours potentiels que vous pouvez avoir. Parce que quand on fait de la vente à distance, les utilisateurs peuvent vous renvoyer les colis. Ils ont un délai de rétractation de 14 jours. Donc comment vous allez gérer ce retour colis? Est-ce que vous allez envoyer une étiquette, un point retrait, une étiquette retour qui va déposer à la poste dans un point relais, etc. Ça, c'est un point à voir, qui peut être rare, mais qui peut être relativement coûteux si on n'a pas négocié, anticipé au moment de la souscription de son contrat. Et le dernier point que je souhaiterais citer sur la livraison, c'est... j'ai perdu le fil. Non, c'est tout ce que je devais dire. Oui, tout ce que je vais dire sur les livraisons. Excusez-moi. Le point suivant, c'est le service client. Le service client, c'est souvent le point qui différencie le commerce de l'e-commerce, et qu'on va avoir des canaux de communication qui vont être différents. Sur le commerce traditionnel, ça peut être des clients en présentiel ou par téléphone éventuellement. Mais après, dès qu'on est en ligne, on va
avoir d'autres canaux, ça va être l'email, ça peut être éventuellement sur les réseaux sociaux. Certains profils de clients, ils préféreront avoir un contact par WhatsApp ou par d'autres médias. Donc on multiplie un petit peu les canaux de vente et il va falloir être présent là-dessus parce que ça peut être aussi une façon de percevoir votre entreprise qui va être importante. Est-ce qu'ils sont joignables? Est-ce qu'ils sont joignables là où j'ai l'habitude? Et puis si vous répondez sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi présent pour éventuellement éteindre préventivement un incendie qui pourrait y avoir avec un client qui serait par exemple mécontent. Vous pouvez être actif et répondre là-dessus. Et puis un des avantages d'être en ligne, de digitaliser son service client, c'est qu'on peut mettre en place un espace client sur sa boutique, sur son site internet, pour mettre à disposition les factures, l'historique de commande, le SAV, etc. Et donc vous avez certes bien plus de canaux de distribution à gérer, mais vous avez aussi des outils qui vous permettent de rendre autonomes les clients. Et même si vous n'êtes pas en train de répondre à leurs emails parce que c'est minuit et vous avez autre chose à faire, il va pouvoir avoir une réponse dans une base de connaissances et puis éventuellement attendre le lendemain que vous puissiez répondre à ces questions. Voilà. Donc, on a vu un petit peu tous les outils et la question je dirais qui vient à suite, c'est ben, comment je fais pour mettre tout ça en ligne, comment je mets mes produits sur ma boutique en ligne. La première des possibilités, c'est de créer une boutique en ligne avec sa propre boutique en ligne, avec des outils qui peuvent exister sur le marché. Les plus connus en France sont PrestaShop ou Commerce, Shopify, qui vous permettent de créer une boutique en ligne, de gérer un catalogue, gérer les expéditions, gérer les moyens de paiement, les commandes, etc. Donc ce sont des outils qui vont avoir des approches différentes. Par exemple, PrestaShop et WooCommerce vont être des logiciels open source. Donc, c'est des logiciels dont vous pouvez modifier le fonctionnement relativement facilement sous réserve d'être développeur ou d'avoir une agence qui vous le permet. Et vous êtes, alors, contrairement à ce qu'on peut croire en comparant avec Shopify, j'y viendrai un petit peu plus tard, on n'est pas propriétaire de sa boutique. Hein, Shopify est sur un modèle différent où on va payer chaque mois une cote-part sur le site internet. C'est pas parce que PrestaShop ou Commerce sont des logiciels open source et gratuits que ça ne vous coûte rien. Vous allez devoir l'héberger. Vous allez avoir un prestataire qui va en assurer la maintenance et le suivi. Ça va quand même, alors, soit vous coûter de l'argent, soit vous prendre du temps pour le faire. Les approches sont globalement différentes et puis comment choisir un outil plutôt qu'un autre, ça dépend du projet. C'est comme choisir une voiture plutôt qu'une autre. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. L'esthétique, la puissance du moteur, est-ce que je roule en ville, est-ce que je transporte 5 enfants ou alors je suis tout seul dans ma voiture. On va pas choisir l'outil parce que le nom est parlant ou parce que tout le monde l'utilise, il va falloir choisir l'outil en fonction de ses propres besoins. Et en fonction de ça, chacun des logiciels vont avoir des avantages par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'il va falloir choisir son CMS e-commerce. Et c'est vraiment la démarche que je conseille, de ne pas forcément se focaliser sur un outil parce qu'on a des a priori positifs sur lui ou négatifs sur les autres, mais de parler de son projet, de ses besoins et voir lequel coche les cases. Donc, ces outils-là vont vous permettre de créer votre boutique en ligne et je ferai le parallèle avec un magasin physique. Là, on a juste mis l'enseigne. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment on va faire venir du monde sur sa boutique et comment on va les transformer en clients. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire que la création de la boutique, quand vous créez votre site internet, surtout, il ne faut pas vouloir mettre tout son budget. Alors, par budget, j'entends soit les montants en euros qu'on pourrait payer un prestataire ou le temps qu'on a à passer sur le site. Il ne faut pas tout mettre dans la création parce que le nerf de la guerre, finalement, c'est faire venir du monde dans sa boutique, que ce soit en ligne ou sur Internet. Et alors, ça ne sera pas le sujet de ce webinaire-là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, comment faire venir du monde sur sa boutique en ligne, mais il va y avoir
plusieurs solutions. Il y a tout ce qui s'appelle le référencement naturel, le SEO, que vous avez peut-être entendu parler, donc où on va chercher à être bien placé dans les moteurs de recherche et Google notamment sur une requête d'un client pour le faire venir sur son site internet et après le convertir en client. Donc ça, c'est des stratégies qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très efficaces en termes de ROI, mais ce sont des opérations qui sont plutôt sur du long terme. Une stratégie de référencement, ça se base, un, sur la qualité technique du site, deux, sur sa qualité éditoriale. Tout à l'heure, je parlais d'avoir un catalogue produit de qualité. Eh bien, il faut du texte de qualité pour être bien référencé. Et un dernier point, c'est la notoriété du site, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de votre site internet. Parler de votre site internet sur internet, ça va être faire des liens vers votre site parce que je le trouve intéressant. Il faut travailler sur ces trois axes-là pour bien référencer sa boutique. Et puis il y a toutes les stratégies après marketing, publicitaire traditionnel qui se transposent sur internet. On peut faire de la publicité sur Google, sur les réseaux sociaux pour être présent. On peut créer une communauté sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, une communauté de clients qui sera réceptif à votre message pour pouvoir les drainer après sur votre site internet. Donc c'est un échantillon des méthodes qui peuvent faire venir du monde sur votre boutique, mais voilà, la création de la boutique en ligne en elle-même n'est pas suffisante. Il va falloir après prévoir du temps pour faire venir du monde sur la boutique. Un autre point que je voudrais vous citer, c'est est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour mettre ses produits en ligne, son catalogue en ligne? Et oui, il en existe une autre, c'est de vendre via les places de marché. Alors les places de marché, ce sont des sites internet comme Amazon par exemple, Cdiscount, La Redoute, Mano Mano, il existe beaucoup, soit des généralistes, soit des thématiques. Et vous avez peut-être remarqué en tant que consommateur que certains produits, pour prendre l'exemple d'Amazon qui est en ce moment plutôt décrié avec le commerce de proximité, si vous achetez en tant que consommateur sur Amazon, vous avez remarqué, ou peut-être vous faire attention la prochaine fois, qu'il y a certains produits qui ne sont pas vendus par Amazon, mais par des vendeurs tiers. Donc ça, ce sont des commerçants qui mettent en vente leurs produits sur les places de marché. Et loin de moi l'idée de vouloir défendre Amazon, qui en ce moment est un peu décrié, mais j'aimerais vous amener cette réflexion-là. Est-ce que quelque part Amazon ne serait pas l'outil idéal des commerçants? Je vous explique ce qui me fait penser à cette idée-là. Amazon donc va vendre du trafic en fait à ces commerçants-là. Le principe pour être présent sur Amazon en tant que vendeur, on met ses produits en ligne avec son catalogue. Ensuite, les gens arrivent sur Amazon, on va commander et Amazon récupère une commission sur les ventes. Amazon permet de faire plusieurs choses. C'est il vous amène du trafic sur vos produits pour pouvoir les vendre. Et ils vont même pousser les choses plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre stock produit chez eux directement et c'est eux qui expédient. Ça vous donne la possibilité, par exemple, d'être plus facilement éligible à Amazon Prime, donc d'être livré beaucoup plus vite, d'avoir les tarifs d'Amazon sur les expéditions, etc. Et au final, quelque part, si Amazon s'occupe pour vous de faire venir du monde sur vos produits, il s'occupe du web marketing, il s'occupe de l'expédition, vous, ce qui vous reste, c'est finalement le travail de commerçant, sourcer les produits, trouver les bons produits, les présenter aux clients et les mettre en vente sur le site internet. Donc, la position d'Amazon est, alors je ne sais pas si ambigu est le bon terme, mais donne des outils aux commerçants pour vraiment se concentrer sur leur métier et faire des ventes additionnelles, tout en récupérant quand même des parts de marché. Donc moi j'invite vraiment les gens qui veulent se lancer sur Internet, qui ont des produits plutôt grand public, de penser certes à une boutique en ligne parce que c'est mieux de maîtriser toute l'opération de A à Z, mais les places de marché, Amazon ou d'autres, peuvent être aussi une bonne alternative. Donc on a parlé de pas mal d'outils, le paiement, les expéditions, le stock, etc. Et
comment faisons-nous pour arriver à relier tous ces outils entre elles? En fait, quelque part, on a plein de briques un petit peu partout et à un moment, il va falloir les agencer entre elles. C'est l'objectif de ce schéma-là. La première des choses, bah, c'est ce qu'on voit en haut en haut de l'écran côté orange. C'est trouver les bons produits, les acheter, les fabriquer et on va avoir ça dans son logiciel de point de vente et on va envoyer toutes les informations dans ces points de vente ici. Les points de vente qui peuvent être physiques, les points de vente sur le site e-commerce, on va avoir ces produits. On va les commander, peu importe l'endroit où c'est. Est-ce que c'est sur le point de vente physique ou le site e-commerce? Et puis on va faire sa facture, son réassort, ses commandes, etc. Et on a une espèce de cercle entre tous nos logiciels. Et c'est la réflexion que je souhaite vous amener là-dessus, c'est qu'à un moment, euh, vous avez peut-être entendu parler des termes multicanal que je vous ai cités en début de présentation et d'omnicanalité où au final, l'expérience qu'on veut apporter à ses clients, elle est unique, quel que soit son point de vente. Est-ce qu'on commande en ligne ou est-ce qu'on commande en magasin? Ben, finalement, ça n'a pas trop d'importance parce que l'expérience d'utilisation, l'expérience client va être la même et on peut commander une fois en ligne, une fois dans le magasin physique, on va avoir la même expérience de vente, on va avoir les mêmes remises, on va avoir les mêmes actions. Et je vous invite à proposer ces services-là à vos clients et on le voit sur l'expérience des grandes surfaces qui ont mis en place bien avant le confinement des solutions de drive, avant tout pour apporter du service client. Et c'est une autre façon de consommer, toujours sur son point de vente. Et il y a des solutions comme ça qui permettent de digitaliser un point de vente physique, mais sans dénaturer son esprit. On peut très bien faire de l'e-commerce, de la digitalisation de commerce et de commerce de proximité, sans en dénaturer l'essence et l'esprit, et sans forcément désertifier les centres-villes. Pour terminer sur cette présentation, je vais vous montrer quelques exemples concrets et avant de prendre vos questions si vous en avez. Ce sont deux exemples que je vais vous donner, deux exemples de clients. Le premier, c'est la société Foxship qui a mis en place un site internet et qui vend beaucoup sur son site internet en magasin physique et aussi sur sur les places de marché. Ils ont mis en place en fait des solutions, comme je vous disais, d'automatisation de vente omnicanal et ils ont pu du coup, en automatisant beaucoup de choses, réaffecter deux personnes sur des tâches à valeur ajoutée et diviser très nettement le coût de traitement de leur facture. Et cette société-là, donc, vend sur des figurines et des produits dérivés de jeux vidéo sur toute l'Europe, en magasin physique, avec sa boutique en ligne et sur les places de marché, dont Amazon par exemple. Donc ça, c'est un exemple de commerce qui s'est digitalisé il y a quelques années et qui réussit grâce au digital. On est sur de la vente B2C, donc à destination des particuliers. Et un autre exemple que je vous donne ici, c'est la société Fixashop, qui elle, pour le coup, est dans un contexte plutôt B2B, hein, donc vers des professionnels, où l'outil, leur digitalisation du point de vente leur permet d'avoir un service de prise de commande accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour tous leurs clients et qui est maintenant utilisé par plus de la moitié, on est à 60% de leurs clients qui utilisent cet outil-là plutôt que commandé par fax, par téléphone, par mail. Donc cette façon-là de travailler permet aussi de gagner du temps parce que au lieu d'avoir quelqu'un qui ressaisit les commandes pour pouvoir faire les expéditions, on arrive directement dans le SI, dans le système d'information de l'entreprise, les commandes, et ça permet d'expédier beaucoup plus vite en expédiant dans la journée parce qu'on n'a pas ce travail de ressaisie à faire sur ces commandes pour gérer ces expéditions. Voilà.
On arrive au bout de cette présentation. J'ai regardé un petit peu de temps. On a 10-15 minutes s'il y a des questions à poser. Alors vous pouvez soit éventuellement ouvrir votre micro si vous souhaitez poser des questions ou les poser sur le chat. Je suis à votre disposition. Et vous avez sur l'écran qui s'affiche mes coordonnées. Donc, je suis Maxime Varinard. Vous avez l'adresse mail, numéro de téléphone. Et je suis disponible sur LinkedIn, Twitter, Vezonet. Facebook, vous cherchez Vezonet ou Maxime Varinard, vous me retrouverez sur chacun de ces médias.